Un tombeau en acier de 1,7 milliard de dollars a été construit pour contenir l'objet le plus dangereux de la Terre. Cela était censé nous garantir un siècle de sécurité, mais il y a un problème. Cette chose à l'intérieur est en train de disparaître. Le pied d'éléphant, la masse radioactive sous Tchernobyl, est en train de se transformer lentement en poussière radioactive microscopique. De la poussière capable de s'infiltrer dans les fissures, de voyager sur les courants d'air et de contourner le bouclier censé la piéger. La nouvelle enceinte de confinement a été construite pour piéger un monstre. Au lieu de cela, ce monstre devient un fantôme capable de traverser les murs. Si les scientifiques perdent le contrôle sous Tchernobyl, la catastrophe pourrait passer à une nouvelle phase terrifiante. Chapitre 1. Le fantôme dans le filtre. Imaginez un hangar à avion de la taille d'un petit pâté de maison, s'élevant sur 35 étages et pesant près de 40 000 tonnes. Voilà, en résumé, ce qu'est le nouveau confinement de sécurité, ou NSC. C'est une arche étincelante en acier, large de 257 mètres et haute de 108 mètres. Elle ne repose pas directement sur le réacteur. Elle repose sur la structure de confinement d'origine, une coque en béton construite à la hâte par les ouvriers soviétiques au-dessus des décombres après la catastrophe de 1986. Ils ont nommé la première structure le sarcophage, aussi inquiétant que cela en a l'air, comme le tombeau d'un pharaon, construit pour enfermer à jamais quelque chose de dangereux. Contrairement aux tombeaux égyptiens, l'enceinte d'origine, bâtie dans la panique, manquait de solidité et se fissurait déjà dans les années 2000. La pluie s'infiltrait et toute la structure risquait de s'effondrer. Le monde a donc bâti le NSC pour enfermer le sarcophage, une structure de confinement supplémentaire, semblable à une combinaison posée sur un pansement déchiré. C'est le plus grand objet mobile terrestre du monde, selon un rapport récent. Mais ce n'est pas simplement une énorme boîte d'acier posée sur l'ancien réacteur. Il est vivant, en quelque sorte, il respire en permanence. D'énormes systèmes de ventilation aspirent l'air vers l'intérieur, le font passer à travers des unités de filtration industrielles, et cela maintient ce que les ingénieurs appellent une pression négative à l'intérieur de la structure. La pression négative, c'est juste une façon sophistiquée de dire que le bâtiment inspire toujours et n'expire jamais. L'air entre, rien ne sort. Rien n'est libéré sans être d'abord filtré par un système conçu pour retenir toutes les toxines des ruines en dessous. Les filtres constituaient la défense essentielle. Les filtres utilisés dans les blocs opératoires des hôpitaux, la référence en matière d'environnement à air pur, peuvent capturer des particules aussi petites que 0,3 microns. C'est environ 3 millièmes de la largeur d'un seul cheveu. À cette échelle, vous arrêtez les bactéries, la fumée, et l'immense majorité des particules de poussière radioactive qui flottent à l'intérieur de l'abri. Et les systèmes de filtration du NSC sont extrêmement efficaces pour cela. Ce ne sont pas de simples gros filtres de chauffage de chez Home Depot. Ils utilisent des nattes de fibres emmêlées, qui piègent les particules par divers mécanismes. Certaines particules frappent directement les fibres, d'autres les frôlent et s'y accrochent, tandis que les plus petites zigzaguent de façon erratique dans l'air jusqu'à toucher le filtre grâce au mouvement brownien. Ironiquement, les plus petites particules sont souvent plus faciles à piéger que les moyennes. Ces filtres révèlent quelque chose de terrifiant. Le NSC n'a jamais été conçu parce que Tchernobyl était stable. Il a été conçu car les scientifiques savaient que les matériaux du réacteur numéro 4 continuaient de se désintégrer et de produire de la poussière radioactive. Même alors, ce que les chercheurs observaient dans le confinement restait préoccupant. Les capteurs ont détecté un nombre croissant de neutrons ricochant partout, comme, je cite, des braises dans un barbecue. À ce stade, il s'agissait davantage d'un danger persistant. Ils savaient qu'ils pouvaient avoir un problème. Pas un danger imminent, mais un problème qui vous ronge simplement parce que ces pics de neutrons n'étaient pas censés se produire. Ils étaient censés, je cite, disparaître d'eux-mêmes. Et ce sentiment, savoir que quelque chose ne va pas, mais sans savoir exactement à quel point c'est grave ou ce qui va se passer ensuite, c'est quelque chose que les gens peuvent aussi comprendre d'une manière beaucoup plus personnelle. Parfois, le stress ne surgit pas brutalement. Il est plus discret, s'accumule en arrière-plan, change sans cesse, rendant difficile de savoir quoi faire ensuite. C'est l'une des raisons pour lesquelles la thérapie peut être si précieuse. Elle vous permet de ralentir, faire le tri dans ce que vous ressentez, et avancer étape par étape, au lieu de traiter chaque chose comme si tout devait être tout ou rien. La thérapie m'a permis de transformer un gros problème en quelque chose de plus gérable et de me concentrer sur ce que je peux faire maintenant, rendant la situation moins accablante. Je suis heureux que BetterHelp sponsorise cette vidéo. BetterHelp facilite l'accès à une thérapie grâce à un court questionnaire qui vous met en contact avec un thérapeute agréé. Et si vous sentez que ce n'est pas le bon choix,
Vous pouvez changer à tout moment sans frais supplémentaires. Vous pouvez aussi communiquer de la manière qui vous convient le mieux, que ce soit par téléphone, en vidéo ou par message. Parfois, progresser ne veut pas dire tout résoudre d'un coup, mais simplement disposer du soutien et du recul pour avancer avec plus de clarté. Si vous souhaitez essayer la thérapie, cliquez sur le lien en description ou allez sur betterhelp.com/infographics pour 10% de réduction sur votre premier mois. Retour à Tchernobyl. On s'attendait initialement à ce que ce processus de dégradation se stabilise progressivement avec le temps. Au lieu de cela, les mesures à l'intérieur de l'abri ont révélé quelque chose de bien plus imprévisible. L'environnement est resté actif et dynamique. Il continuait de changer des décennies après l'explosion. En théorie, un cœur endommagé produirait surtout des particules radioactives grossières, des fragments, des débris et de la poussière lourde. Les systèmes de filtration industriels modernes capturent facilement ce type de contamination. Mais les scientifiques détectaient également une augmentation de l'activité des neutrons dans plusieurs salles sous le réacteur, et cela posait problème. Cela suggérait que le matériau contenant le combustible ne se désintégrait pas seulement physiquement. Son évolution physique provoquait en réalité de nouvelles réactions nucléaires. Il se fissurait, se déplaçait, s'asséchait et se réorganisait, ce qui déclenchait de nouvelles fissions et rendait son comportement à long terme de plus en plus imprévisible. Le cœur du réacteur de l'unité 4 de Tchernobyl ne s'est en réalité jamais arrêté depuis 1986. Un mélange chimique bien plus sinistre que de simples débris continue de bouillonner. Lorsque le réacteur numéro 4 a explosé, son cœur a fondu comme de la lave, fusionnant le combustible d'uranium du réacteur, les barres de contrôle, le gainage métallique et un mélange en fusion de béton, d'acier, de zirconium, de graphite et même de sable en une nouvelle substance appelée corium. Atteignant plus de 5000 degrés Fahrenheit, la masse de corium a coulé vers le bas, s'est solidifiée en stalagmites et stalactites, ainsi qu'en coulées de lave, et elle est devenue ce que les scientifiques appellent des matériaux contenant du combustible, ou FCM. Ils contiennent encore environ 95% de l'uranium d'origine du réacteur. Dans les bonnes conditions, cette masse peut encore frôler la reprise d'une réaction nucléaire, chose que Tchernobyl n'était jamais censé refaire. En 2021, des scientifiques ont publié plusieurs rapports indiquant que ces FCM se désintégraient activement, produisant une poussière radioactive qui compliquait les plans initiaux de démantèlement du sarcophage d'origine. Aujourd'hui, le pied d'éléphant, la plus célèbre de ces formations, a la consistance d'un sable dur et compacté. L'enceinte de confinement remplit parfaitement sa fonction, retenir les particules. Le problème, c'est que ce qui se trouve à l'intérieur ne se comporte plus comme l'avaient prévu les concepteurs. Quelque chose a changé à l'intérieur du confinement. C'est ce fil que nous devons commencer à tirer. Et pour comprendre où il mène, il va falloir revenir à la nuit où tout a commencé, et envisager la possibilité que ce qu'on nous a raconté sur cette nuit a toujours manqué de quelque chose. Chapitre 2. La nature de la première explosion. À 1h23 du matin, le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 effectuait un test de sécurité de routine qui n'avait rien de routinier. Il était poussé vers un régime instable pour observer les effets d'une coupure de courant. Les opérateurs soviétiques jonglaient avec les alarmes, les contournements, et un réacteur qui semblait déjà avoir sa propre volonté. Bientôt, la puissance a chuté trop bas puis a grimpé rapidement, trop rapidement. La version officielle dit que ce qui s'est passé ensuite était simple. L'eau du réacteur s'est changée en vapeur, provoquant une montée de pression. L'explosion a projeté le couvercle de Milton comme un bouchon de champagne. Lorsque le cœur a été exposé, le graphite a pris feu, et l'incendie qui a suivi a duré 10 jours. C'est la version que l'Union soviétique a donnée au monde. Elle est dans les manuels scolaires. C'est l'histoire. Mais il y a un problème. Ailleurs, à près de 1000 km de là, dans la ville russe de Tcherepovets, des scientifiques détectaient quelque chose d'étrange dans l'air, du gaz xénon radioactif. Or, le xénon n'apparaît pas sans raison. C'est un produit de fission, ce qui lui donne une signature unique, une sorte d'empreinte digitale, si vous voulez. Cette empreinte digitale ne correspondait pas à la version officielle. Ce mélange spécifique d'isotopes de xénon qu'ils ont trouvé n'était pas cohérent avec un réacteur endommagé qui se désagrège lentement. Cela indiquait quelque chose de plus violent, une intense poussée de fission nucléaire se produisant exactement au moment de l'explosion. Des décennies plus tard, le physicien suédois Lars-Erik de Geer a utilisé des modèles atmosphériques pour retracer l'origine et le parcours du nuage de xénon. Il n'a pas suivi le panache principal qui dérivait vers l'Europe. Il a été projeté haut dans l'atmosphère par un vent différent, ce qui n'arrive que si quelque chose propulse la matière avec une force extrême. Bien plus qu'une simple explosion de vapeur.
La conclusion de guerre. La première explosion n'était pas seulement une explosion de vapeur, c'était littéralement une explosion nucléaire. Une décharge rapide et incontrôlée de fission a d'abord traversé le cœur. Puis l'explosion de vapeur, quelques secondes plus tard, a déchiré le réacteur. C'est comme appuyer sur la gâchette avant l'explosion d'une bombe. Cette première détonation, bien que plus petite, était nucléaire, ce qui est important. La source de cette décharge est restée une fois la poussière retombée. Ces traces Koika sont toujours piégées dans le cœur fondu et les matériaux contenant le combustible. La théorie de Guyer n'est pas unanimement acceptée, mais elle a soulevé une question persistante. Si Tchernobyl est brièvement redevenu nucléaire avant de devenir mécanique, qu'y a-t-il dessous ? Chapitre 3, chambre 3052, l'impulsion. Sous le réacteur 4, au-delà du béton brisé et de l'acier tordu, dans un labyrinthe où aucun humain ne peut entrer en toute sécurité, se trouve la chambre 305-2. Cela paraît inoffensif, mais ne vous y trompez pas. C'est la pièce où une partie du réacteur a atterri, après que la bouillie de corium incandescente a creusé vers le bas comme de la lave, puis a refroidi. Quoi qu'il y ait là-dessous, cela est resté dans l'obscurité depuis 1986, mais pas silencieusement. Personne ne peut y retourner pour vérifier. La radiation vous tuerait en quelques minutes. Alors les scientifiques ont fait la chose la plus raisonnable. Ils ont équipé la pièce de capteur et ont laissé le cœur du réacteur s'exprimer par lui-même. Si vous voulez savoir si une fission nucléaire se produit quelque part, il faut compter les neutrons. Lorsqu'un atome d'uranium se divise, il éjecte des neutrons qui frappent d'autres atomes, les divisent et libèrent plus de neutrons, déclenchant une réaction en chaîne. Plus vous détectez de neutrons, plus il y a de fission qui se produit. Donc, lorsque les capteurs de la salle 305-2 ont commencé à détecter plus de neutrons, les gens ont prêté attention. Entre 2016 et 2021, les niveaux de neutrons ont augmenté d'environ 40%, dans certains cas presque doublé. Le principal suspect était l'eau. Depuis des décennies, l'eau souterraine a pénétré les ruines, aidant paradoxalement à leur stabilité. L'eau ralentit en fait les neutrons, et des neutrons plus lents sont plus susceptibles de provoquer la fission, mais l'eau les absorbe aussi, et agit à la fois comme un accélérateur et un frein. Pendant des années, le frein l'emportait. Puis est arrivé le NSC, en scellant le réacteur et contrôlant l'environnement. On a réduit l'eau souterraine, entrant dans le système. Moins d'eau entraîne moins de freinage. Imaginez un feu de camp enseveli sous une cendre humide, couvant faiblement depuis des décennies. Cela illustre bien la situation. Lorsque la cendre sèche, tout ce qui se trouve en dessous recommencera à briller. Pour être clair, il ne s'agit pas d'une seconde explosion de Tchernobyl qui attend de se produire. La plupart des experts estiment que la géométrie du matériau empêche une réaction incontrôlée. Si la température monte trop, le système s'étoufferait sans doute seul. Mais ils n'en sont pas certains. Personne ne l'est. Ce qu'ils savent avec certitude, c'est que le cœur n'est pas mort. Il réagit, génère de nouvelles fissions, de la radiation et de la chaleur. Et cette énergie ne reste pas enfouie pour toujours. Elle remonte vers la surface. À quelques kilomètres de là, en surface, quelque chose d'autre était sur le point de perturber le sol au-dessus du réacteur numéro 4, ignorant ce qui pouvait s'éveiller dessous. Chapitre 4. La perturbation de la forêt rouge. À quelques kilomètres du réacteur numéro 4 se trouve une forêt qui ne devrait pas exister. Et c'est parce qu'en 1986, elle serait morte. La radiation l'a frappée si fort que les pins sont devenus d'un rouge orangé rouillé presque du jour au lendemain. Puis, ils se sont effondrés, là où ils se trouvaient. Des bulldozers sont venus, ont enterré ce qu'ils pouvaient, et laissé le reste pourrir. On l'a appelée la forêt rouge, qui semble aujourd'hui étrangement normale. Les arbres ont repoussé en surface, les oiseaux la traversent et le vent souffle dans les branches comme ailleurs sur terre. Mais sous terre, la forêt révèle des racines bien plus sinistres. Depuis près de 5 décennies, le sol accumule silencieusement tout ce que Tchernobyl a rejeté dans l'air. Cela inclut la poussière radioactive, les particules ionisantes des retombées transportées par la pluie et le vent, et tout ce que la violente explosion a relâché dans l'environnement encore et encore. Couche après couche, cela reste l'un des endroits les plus contaminés de la planète. Et en février 2022, les chars russes l'ont traversé de plein fouet. Les colonnes blindées de Poutine, dans le cadre de son opération pour envahir l'Ukraine, ont avancé vers Kiev en passant par la zone d'exclusion. Les véhicules lourdement chenillés ont labouré le sol, creusant, broyant et soulevant des décennies de matière radioactive dans l'air en conséquence. Les ouvriers ne pouvaient qu'observer jusqu'à ce que leurs capteurs s'activent et que les moniteurs de radiation détectent des pics.
Certaines stations ont enregistré des niveaux de rayonnement gamma 20, voire 30 fois supérieurs à la normale, ce qui n'est pas très subtil. Mais en réexaminant les données, les scientifiques ont constaté que le schéma était incohérent. Des capteurs éloignés ont détecté des pics, alors que ceux proches du convoi militaire n'en ont pas trouvé. Une étude de 2023 a démystifié la théorie de la poussière. Les capteurs montraient des pics à des kilomètres des routes. Autrement dit, la poussière radioactive soulevée localement par les chars n'a pas causé les pics importants détectés par les capteurs. Leurs armes de guerre électroniques ont probablement brouillé le réseau. Malgré cela, la toxicité chimique du sol s'aggrave en réalité. En 1986, les retombées comprenaient un isotope radioactif appelé plutonium-241. Il ne reste pas présent indéfiniment. En fait, il se désintègre relativement rapidement. Le vrai problème, c'est ce en quoi il se transforme en se désintégrant. Et le magnésium-241 plus longue durée de vie, plus persistant, et d'une certaine manière plus dangereux, car il émet un rayonnement alpha. Il ne voyagera pas loin dans l'air, mais s'il pénètre dans votre corps, il libérera son énergie directement dans vos cellules. Où qu'il se dépose, votre tissu pulmonaire, vos os, il continuera à irradier et deviendra plus nocif. Quoique ces chars aient soulevé en 2022, ce n'était pas la même matière que celle qui est tombée en 1986. C'était quelque chose d'encore plus toxique et raffiné. Et tout ne reste pas à la surface ou dans l'air dans la forêt rouge. Une partie s'enfonce dans le sol et atteint les nappes phréatiques sous le réacteur. Les mêmes espaces où la chambre 305-2 montre des signes de renouveau. Chapitre 5. L'autoroute invisible. Tout ce dont nous avons parlé, la radiation, la poussière, le combustible fondu, semblait contenu. Sous la zone d'exclusion se cache un réseau de rivières souterraines et des couches de roches et de sols gorgés d'eau, appelées aquifères. Quand il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol. Elle commence un lent voyage à travers ces aquifères jusqu'au fleuve Dniepr. C'est la principale source d'eau de Kiev, qui compte 3 millions d'habitants et des dizaines de millions dans la région. En 1986, si vous aviez interrogé les scientifiques sur la question de savoir si quelque chose venant de Tchernobyl entrait dans ce système, ils auraient répondu de façon rassurante. Sous le site se trouve une épaisse couche d'argile, et l'argile est dense et collante, presque imperméable en fait. Ils pensaient que la barrière d'argile stopperait, ou ralentirait suffisamment la progression pour que la radioactivité diminue avant d'atteindre des éléments importants. Un gros problème est apparu quand des études ont montré que les premiers modèles n'avaient pas pris en compte que l'argile de Tchernobyl n'était pas solide. Elle était parcourue de fissures, et traversée de minuscules passages par lesquels l'eau pouvait s'infiltrer. L'eau qui passait par ces fissures transportait aussi des passagers. Les scientifiques les nommaient colloïdes, des particules microscopiques en suspension. Trop petites pour se déposer, et trop grosses pour être ignorées. Le plus important, c'est que les éléments radioactifs les adorent. Le plutonium, par exemple, était censé rester enfermé dans le sol, pratiquement immobile. Dans ce cas, il a voyagé en s'attachant à de petites particules, et en se déplaçant avec l'eau. Il s'est faufilé à travers des fractures, contourner les barrières naturelles et voyager plus loin et plus vite que prévu. Les premiers modèles de sécurité prévoyaient une contamination progressant lentement. Ils ont découvert des autoroutes aquatiques, dont l'étendue était presque impossible à mesurer. Une étude à long terme publiée en 2022 a confirmé que des éléments radioactifs comme le césium, le strontium et même le plutonium sont déjà présents dans les eaux souterraines sous Tchernobyl. Le système les dilue et les ralentit avec le temps. Mais les mécanismes de transport sont plus complexes que prévu. Le confinement a fonctionné, mais pas comme nous l'imaginions. Le système, connecté à l'extérieur via des aquifères profonds, et la géologie régionale, alimente le même bassin versant desservant l'une des plus grandes populations d'Europe. Chaque élément de tout cela ramène à un seul endroit, la source, où quelque chose à l'intérieur du réacteur est toujours vivant, et produit une matière qui ne se comporte pas comme elle le devrait. Chapitre 6. Le mythe du sarcophage. À ce stade, on peut dire sans risque que le cœur de Tchernobyl ne se comporte pas comme un objet mort. La logique du NSC était simplement de gagner du temps. C'était temporaire, un abri prévu pour durer 100 ans, conçu pour que les ingénieurs puissent finalement démanteler les ruines. Mais ce plan reposait sur une seule hypothèse, que les réactions nucléaires étaient terminées. Et pour être honnête, le NSC lui-même fonctionne parfaitement. Ses arches en acier sont solides, la ventilation fonctionne bien, et la filtration opère selon les spécifications. L'ingénierie ne pose aucun problème. Le problème, c'est que les ingénieurs ont conçu la structure pour un réacteur dormant et en décomposition. Et Tchernobyl n'a pas lu le manuel. L'arche de confinement a été construite pour empêcher la poussière radioactive de s'échapper d'une masse solide et statique.
Au lieu de cela, les scientifiques sont de plus en plus confrontés à quelque chose qui ressemble davantage à un monstre de verre radioactif chimiquement instable, qui ne cesse de s'effriter, de bouger, de réagir, et qui, parfois, laisse entendre que la fission nucléaire pourrait encore se produire sous Terre. Ce n'est pas l'idéal, et c'est vraiment ça, l'histoire ici. Les pics de neutrons, la contamination des eaux souterraines, les particules d'aérosols étranges, tout cela sont des symptômes et des preuves de phénomènes physiques qui se produisent à l'intérieur même du cœur du réacteur. Si le cœur était vraiment inerte et que les modèles d'origine étaient corrects, ces signaux s'estomperaient. Ils n'évolueraient pas et ne deviendraient certainement pas plus forts 40 ans plus tard. Alors les scientifiques sont retournés à la source, au reste fondu du réacteur numéro 4. Ce qu'ils ont découvert était pire qu'une simple contamination. Chapitre 7. Le pied en décomposition. Tout cela nous ramène à notre point de départ, le pied d'éléphant. Après tout ce temps, il reste l'un des objets les plus mortels jamais créés par l'humanité. En voyant sa photo, on le prendrait pour une simple roche radioactive, alors qu'il s'agit en réalité de verre hautement radioactif. Et c'est une distinction terriblement importante. En 1986, le réacteur numéro 4 est devenu si chaud que tout à l'intérieur du réacteur a fondu ensemble pour former une boule lumineuse qui s'est écoulée à travers le bâtiment du réacteur comme de la lave. Une fois refroidi, le morceau le plus célèbre fut appelé pied d'éléphant. Et pendant des années, les scientifiques ont supposé que cette énorme formation noire de verre silicaté riche en uranium, remplie d'isotopes radioactifs, avait en grande partie cessé d'évoluer. Encore une mauvaise supposition, car le verre n'est pas permanent, et le verre radioactif est littéralement détruit de l'intérieur par ses propres atomes. Chaque désintégration radioactive dans le pied libère de l'énergie sous forme de particules alpha, de rayons gamma et de désintégration bêta. Ces minuscules impacts microscopiques martèlent le matériau sans arrêt pendant des décennies. C'est juste suffisant pour pulvériser lentement la masse sans la faire exploser de façon spectaculaire. Mais liaison par liaison, atome par atome, la masse évolue. Finalement, les choses finissent par se fissurer, et c'est ce que les scientifiques observent. Dans les années 1990, le pied d'éléphant paraissait si dense et permanent que les scientifiques ont utilisé un fusil d'assaut Kalachnikov à balles perforantes pour en prélever un échantillon. Aujourd'hui, les scientifiques affirment que certaines zones ont une texture sableuse, ce qui est inhabituel pour une lave radioactive. La poussière qui se détache du sable s'effrite, rendant les dernières mesures d'aérosol plus claires. Mais cela ne s'arrête pas là. À mesure que le matériau se fracture de l'intérieur, l'uranium piégé change de position. Les concentrations se réorganisent à mesure que des poches se forment, et dans certaines conditions, lorsque les espaces du réacteur s'assèchent, cette réorganisation pourrait également expliquer l'augmentation de l'activité neutronique que les scientifiques ont détectée dans la salle 305. Le cœur vieillit très mal, comme un moule de gelée toxique qui se transforme lentement en poussière en suspension dans l'air tout en reposant sur la nappe phréatique de l'Europe. Le plan de retrait est encore en cours d'élaboration. Cette réalité inconfortable se cache sous la plus grande structure mobile de la Terre. Tchernobyl n'est pas endormi. Il est bien éveillé et se broie elle-même pour devenir quelque chose d'encore plus difficile à contenir qu'au moment de son confinement. Mais pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, il faut revenir au moment où tout a échoué et aux erreurs qui ont été commises. Découvrez l'histoire dans Explosion nucléaire de Tchernobyl, la catastrophe heure par heure, ou regardez ceci à la place.